Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je me trouve dans la forêt, où je peux profiter du chant des oiseaux et de ces bonnes vibrations de la nature, de l'odeur, de l'humus, de la mousse, du bois. Et je voulais vous parler donc dans cette vidéo du lien entre le yoga et l'anxiété et comment est-ce que le yoga agit sur l'anxiété. Et particulièrement sur des symptômes, des états dans lesquels on se trouve quand on rentre dans un état anxieux. Donc d'abord, l'anxiété, c'est quoi? Eh bien, c'est un sentiment de peur qui est parfois justifié et qui est parfois pas du tout justifié, ou en tout cas qui est issu d'une transformation, d'une interprétation qui est à la fois mentale. On se donne des arguments à l'intérieur pour se persuader qu'il y a vraiment un danger, et à la fois chimique, c'est-à-dire que le corps a fabriqué des hormones, des neurotransmetteurs qui envoient à notre cerveau et à notre corps tout entier le message qu'il y a un danger. Donc pour sortir de ces états anxieux dans lesquels on tourne parfois en boucle, eh bien, il faut à la fois agir sur notre mental, sur ce dialogue intérieur qui se justifie de menaces qu'on amplifie, qu'on transforme. Et il faut agir également sur la chimie de notre corps. Alors au niveau du ressenti, ces états d'anxiété nous amènent à ce qu'on appelle à ressentir des dissolutions, des dissociations de notre être. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dissolu, on a l'impression de perdre notre unité. Parfois on n'a même plus du tout la conscience de nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment important de le reconnaître, de le ressentir, pour pouvoir le nommer et pour pouvoir sentir aussi quand l'anxiété pointe le bout de son nez, et pour du coup se dissocier de l'anxiété et de cet état de dissolution. Une fois qu'on a nommé, qu'on a reconnu l'état, eh bien on peut le reconnaître comme n'étant pas nous-mêmes, mais comme étant extérieur à nous-mêmes, comme étant un état dans lequel on se trouve à un moment donné, mais auquel on ne va pas s'identifier. Notre identité n'est pas associée à cet état. Donc, comment le yoga va agir sur cet état, sur ce sentiment de dissolution? Eh bien, vous savez que yoga, ça veut dire unité. Donc, sous-entendu, unité du corps, de l'esprit, de toutes les dimensions de notre être. Et donc, face à ce sentiment d'être dissolu, d'être disséminé, dispersé, éclaté dans notre sentiment d'existence, eh bien, on va ramener de l'unité. Et en fait, l'humain, pour être équilibré, il a vraiment besoin d'être dans cette unité, le plus possible, de tendre le plus possible vers cette unité, vers ce sentiment d'unité. Et quand il perd ce sentiment d'unité, eh bien, il devient anxieux et en fait, il rentre dans des stratégies de compensation, c'est-à-dire qu'il va compenser à travers des comportements addictifs. Et parfois, les addictions ne se trouvent pas forcément là où on le pense. Parfois, nous sommes addicts à des comportements, à des émotions. Nous sommes addicts à des façons de fonctionner et desquelles on ne peut se départir et qui sont néfastes, qui sont vraiment dans un système de compensation. Donc comment faire pour faire face à ces stratégies de notre mental en fait, de notre cerveau, de notre inconscient en fait, pour faire face à ces états de peur, d'anxiété qui sont très intenses, qui sont parfois vraiment tellement insupportables qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour en sortir. Donc parfois ces états sont très furtifs, ils ne vont pas durer très longtemps, et puis parfois ils occupent tout l'espace, tout notre temps, et donc il est vraiment important de savoir les définir, de repérer à quel moment, dans quelles circonstances ils apparaissent, et de quelle manière, quel impact ont-ils sur notre corps, sur notre esprit, sur notre mental et sur nos comportements. Donc dans ces stratégies de compensation, on voit aussi des comportements agressifs qui naissent. Et pareil, l'agressivité, elle n'est pas toujours telle qu'on la conçoit naturellement.
Parfois, elle est déguisée. Parfois, c'est des petites violences psychiques, verbales, qui vont avoir peut-être autant, voire plus parfois d'impact qu'une violence physique. Après, tout est question de degré, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre sur ces types de violences, c'est qu'elles sont invisibles. C'est-à-dire que on ne les nomme pas forcément comme étant des violences. On ne les identifie pas forcément comme étant des violences. Donc c'est insidieux. Et quand c'est insidieux, comme tout ce qui est insidieux, en fait, on ne le nomme pas. On ne le nomme pas et on ne le reconnaît pas comme tel. Donc pour faire face à ces états d'anxiété, c'est important de nommer, de reconnaître, de ressentir. Donc parfois c'est intéressant d'écrire aussi. Quand on écrit, on fixe sur le papier. Ça nous aide à aller jusqu'au bout de nos raisonnements, de nos introspections, de l'analyse de nos comportements et de remonter aussi à la source du pourquoi, du comment je me suis sentie comme ça. Donc le yoga, dans tout ça, il va amener avec une régularité, parce que qui dit pratique du yoga dit régularité, sinon ça ne sert pas à grand chose de faire du yoga. Dans la régularité, il va permettre d'installer une autre manière d'être. Il va permettre de stabiliser dans notre corps une autre chimie que celle qui est associée à l'anxiété. Notre corps est chimie, de toute façon. C'est une chimie naturelle fabriquée par notre corps, mais c'est de ça dont est fait notre corps. Et nos pensées, nos états d'être sont directement liés à la chimie de notre corps. Le yoga agit réellement, concrètement, comme un antidépresseur. Il va modifier notre cerveau, il va modifier la production de neurotransmetteurs et d'hormones. C'est-à-dire qu'il va progressivement abaisser celles qui sont liées au stress. Il va permettre au corps d'éliminer le cortisol, donc éliminer progressivement l'inflammation, donc les tensions, les douleurs et les brouilles au niveau des émotions, parce que les toxines du corps créent aussi des interférences avec le mental et avec notre bien-être en général. Et donc il va permettre de produire plus de neurotransmetteurs GABA liés au bien-être, de sérotonine, de mélatonine pour le sommeil, etc., etc. Donc le yoga va vraiment agir comme, tout simplement, il va vraiment transformer notre corps en une usine à chimie du bien-être, alors que parfois notre corps a tendance à partir à devenir une usine à chimie du mal-être, de l'anxiété, des scénarios catastrophes, etc., etc. Ce qu'on peut appeler le mode survie. Notre cerveau, à la base, il est vraiment fait pour répondre à des situations où on est en survie, où notre vie est en danger, notre vie est en jeu. Et même quand les circonstances ne s'y prêtent pas, ne le justifient pas du tout, eh bien il rebascule dans ce mode-là. Vous voyez, le cerveau reptilien, il a vraiment deux modes, c'est-à-dire je suis bien, je suis en sécurité ou je suis en danger. Et l'entre-deux, il ne le connaît pas vraiment. Donc il faut lui apprendre, il faut l'éduquer. Et vraiment connecter notre cerveau reptilien à tous les nouveaux circuits qui sont apparus dans le temps, dans l'évolution de l'être humain, et qui lui permettent d'aller vers des intermédiaires entre ce on et ce off, sécurité, survie, vous voyez, enfin sécurité, menace. Donc comment le yoga va agir pour basculer dans cet état d'unité, alors qu'il peut pas, que je ne vous vende pas du rêve, on se sent pas unifié en permanence quand on est dans les défis du quotidien, évidemment que parfois on se sent un peu dissolu, on se sent parfois un peu désespéré, les défis sont parfois de taille, mais en fait il y a des degrés. Et quand on intègre même un petit peu 5 minutes, 10 minutes de yoga par jour dans notre quotidien, eh bien le corps va entretenir cette chimie du bien-être plutôt que d'entretenir la chimie du mal-être. Et donc on ressent dans certaines postures du yoga, par exemple quand on va mettre les deux mains ici au niveau de la poitrine, vous voyez, en prière, juste dans cette posture, en fait, on ressent l'intention de l'unité,
de se réunifier entre toutes nos forces et de revenir au centre de soi-même. Donc de venir vers un retour à l'équilibre. Donc toutes les postures de yoga sont comme ça en fait. Elles vont envoyer à notre cerveau, à notre corps, à notre cerveau et à notre inconscient l'idée que nous revenons en nous-mêmes. Nous redevenons maîtres de notre maison, de notre temple. Donc il y a un côté sacré aussi, après on y met les interprétations qu'on veut, mais je pense que le mot sacré ne doit pas rester tabou en fait. La prière non plus, la prière elle n'a pas forcément une connotation religieuse, c'est comment un être humain exprime ce qu'il veut, il envoie ce message quelque part dans les forces autour de lui et comme un écho en fait ces demandes lui reviennent à un moment donné ou à un autre. Donc la prière, on a fait de la prière quelque chose de religieux, mais il n'y a rien de plus naturel en fait que de faire ses demandes. Alors on peut appeler ça comme on veut, l'univers, à la vie, ou de faire ses vœux. Comme on peut faire ses vœux chaque année, on souhaite des vœux aux autres, mais est-ce qu'on prend le temps de se souhaiter nos vœux à nous-mêmes? Ben, pas toujours, je pense. Et je pense que c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on arrive à redevenir maître de notre vie, à nous réunifier, à nous sentir en pleine possession de nos moyens. Donc en anglais, on a ce mot que je trouve qui est assez explicite, empowerment. C'est comment je récupère mon pouvoir sur moi-même, comment je récupère mon pouvoir sur ma vie. Et quand on choisit le chemin du yoga pour cela, ça ne peut pas s'arrêter juste à guérir de l'anxiété. C'est vraiment la reconquête de notre sentiment de sécurité intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être naïf. Dans la vie, il existe de réelles menaces. Mais ça veut dire qu'on ne va pas générer ces situations de menaces et de danger en permanence et qu'on ne va pas voir le danger là où il n'est pas. Et donc, quand on est toujours en train de voir le danger là où il n'est pas, en fait, on ne peut jamais se reposer. Le mental n'est jamais sur pause. Et en fait, le fait de faire reposer le mental, de faire reposer le système nerveux, qui ne peut pas rester en permanence en mode survie. C'est-à-dire que à l'époque où nous étions des hommes préhistoriques, le danger principal, c'était de se faire courser par un animal plus costaud que nous. Et une fois qu'on avait couru, ou bien qu'on s'était immobilisé dans un coin pour que l'animal ne nous voit pas, en fait, le danger est passé et on évacue. Et le fait de courir permettait aussi d'évacuer ce stress. Et aujourd'hui, les modes de stress qu'on a actuellement ne permettent pas d'évacuer ce surplus que la chimie du corps a fabriqué pour nous donner les moyens de faire face à la situation. Donc il nous faut trouver des stratégies différentes pour évacuer ces automatismes du corps à rester dans ce mode survie, que ce soit en termes de chimie et que ce soit en termes de dialogue intérieur, de croyance, de qu'est-ce qui se passe dans mon mental. Et je vous invite vraiment à méditer sur le lien entre sentiment d'unité, d'unification, de réunification, et sentiment de sécurité intérieure, capacité à se poser, à rester 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voire plus, dans l'écoute simplement, voyez, à écouter sa respiration, à poser notre attention sur la respiration, sur les sons de la nature. Donc cette capacité à se poser, elle est guérisseuse. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter d'aller voir les médecins et que c'est inutile de prendre des médicaments ou de se faire opérer quand on a un problème à un organe. Bien sûr que non. Quand on parle de guérison, la guérison, elle est avant tout émotionnelle. Et c'est permettre au corps de reconquérir son homéostasie, donc sa capacité naturelle à retrouver son propre équilibre. Évidemment qu'il y a des limites à ça. Quand le corps il est atteint ou que même au niveau émotionnel on est allé trop loin, qu'on est vraiment que le déséquilibre a vraiment basculé, en fait, bien sûr que ça ne va pas suffire, mais en tout cas ça va permettre que les symptômes soient moins lourds, que la manière dont la maladie se manifeste soit moins
présente soit moins forte et que le temps de la maladie ou le temps des crises, si notre maladie nous amène à vivre des crises, va être moins longue également. Et ça, c'est valable pour le corps, c'est valable aussi pour les émotions. En fait, on a tendance beaucoup à banaliser quelque part les maladies émotionnelles de notre monde actuel, que sont donc l'anxiété, l'agressivité la plus courante, les stratégies de compensation addictives, et encore une fois, je ne parle pas que des drogues, de l'alcool ou des substances, ou même on peut être aussi addict à des médicaments, hein. Vous savez, quand on a beaucoup d'anxiété, on peut devenir addict à des médicaments, et puis au bout d'un moment, ils font plus effet, et puis en fait, ça ne résout pas la source du problème. Donc la source du problème, c'est vraiment se prendre en main, et se prendre en main, c'est pas forcément ce qu'on pense, quoi. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces petites choses. Prenez soin de vous. Au revoir.